Bonsoir à toutes et à tous. Il n'a jamais renoncé à se faire entendre. À la veille de la présidentielle, Jacques Attali propose un programme clé en main pour que la France réussisse en 100 jours. Alors il assure qu'il a travaillé sans les partis, sans ambition personnelle, avec des milliers de Français. Mais pourquoi faire? À quoi sert un projet sans candidat? Qu'a-t-il de plus à défendre après avoir si longtemps traîné dans les allées du pouvoir? Ces projets et ces propositions, il les confrontera ce soir à nos témoins, à nos experts et à vos questions par SMS au 41 555 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est Politique, portrait signé Magali Lacrose et Joël Lefebvre. C'est politique, c'est parti. Dans la tête de Jacques Attali, il n'y a pas que des idées, il y a aussi des notes de musique. Pour occuper son esprit alerte, il lui arrive d'être chef d'orchestre. En fait, je fais ça, mais en réalité, au concert, je n'ai pas de partition. Je dirige sans partition. Je vois la partition définie dans ma tête. Puis un orchestre, c'est comme une voiture de course. S'il y a moins d'erreurs de pilotage, et va dans le mur. Donc, faut faire très très attention. Attention, la nouvelle mission du maestro Attali, il en avait rêvé depuis des années. Mais en fait, ça fait bien longtemps qu'il joue de la baguette au service des plus grands. Conseiller spécial sous Mitterrand, désormais visiteur du soir, il chuchote sa petite symphonie à l'oreille des présidents. Il a toujours ses entrées à l'Élysée. Jacques Attali est comme à la maison. C'était mon bureau pendant un peu plus de 10 ans, donc en effet... Vous les avez tous faits, les présidents? Fait, c'est beaucoup dire. 10 ans que j'ai travaillé avec François Mitterrand ici et que François Hollande était mon collaborateur à cette époque. Voilà. À tout à l'heure. Son collaborateur, passé président, il l'a déçu. Entre eux, ça marche plus vraiment comme avant. Vous allez regarder le président ce soir à la télévision ou pas? Non, je le verrai sans doute en replay, mais... J'ai autre chose à faire. Il a plein de choses à faire. Mais là, il faut que je me concentre. Un rapport au temps quasi obsessionnel, avec un agenda de ministre, pardon, de président. Je pense que je saurais être président de la République, je saurais faire ce métier. Je dis humblement, j'ai été à côté pendant 10 ans, je connais bien, je pourrais le faire. Mais dans la vie, il y a des circonstances qui font qu'on est en situation ou pas. Alors si c'est pas lui en 2017, ce sera son programme, ses idées. Jacques Attali. À la mise en scène du prochain quinquennat présidentiel, reste encore à trouver le bon candidat pour l'incarner. Mimi arrive par l'escalier. Elle n'arrive pas de chez elle puisqu'elle n'habite plus là. Elle est dans la rue, elle croise Musette. Musette, là, elle dit « je veux mourir dans les bras de Rodolfo », qui indique la fragilité de leur relation déjà. Le coup de foudre doit être là aussi. Vraiment. Dans le coup de foudre, peut-être on va l'indiquer par la lumière. Il se mêle de tout. Le metteur en scène de la bohème, à l'opéra, comme dans les coulisses du pouvoir. Il faut tout penser, chaque détail compte, ça doit être une féerie, donc chaque détail compte. La position de l'orchestre, les lumières, la circulation des chanteurs, c'est absolument passionnant. Et puis on fait quelque chose d'assez original. Vous avez pensé à la balustrade là pour que les chanteurs n'aient pas de vertige? Ça pourrait donner le tournis de le suivre. Il s'intéresse à tout et tous s'intéressent à lui, à ses précieux conseils. Mon intuition personnelle, ce serait de montrer que le quotidien peut dépasser le quotidien. C'est-à-dire que ça peut être du quotidien, mais d'accord, qui arrive transcendé. On avait discuté un jour au coin de la rue, et vous aviez dit des choses sur la mode, un peu dans la veine de ce qu'on vient d'échanger là, sur ce quotidien transcendé. C'est toujours sous des auspices qui me font plaisir et m'apportent beaucoup dans la quête qui peut être la mienne. J'ai beaucoup de chemin à faire, donc Merci. C'est un Jedi. Et comme dit le Jedi, que ma force soit avec toi.
Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Pour vous interroger ce soir à mes côtés, des témoins et des experts. Aurélien Lecoq, vous avez 19 ans, vous êtes étudiant en 2e année de sciences politiques à Lille et vous participez au mouvement Nuit debout, vous nous direz pourquoi. Lisa Carayon, vous êtes bénévole depuis 7 ans à la CIMAD qui accompagne les étrangers dans la défense de leurs droits. Et quand vous entendez dire qu'il faut trier les migrants, vous montez dans les tours. Michel Vievorka, vous êtes sociologue et vous vous demandez si Jacques Attali apporte une réponse à la poussée du Front National. Enfin, Jean Garret, vous êtes spécialiste d'histoire politique et vous interrogez sur les parcours hors parti politique. Et pour vous, la France n'est pas prête. Vous nous direz pourquoi. Jacques Attali, on va y revenir longuement dans cette émission. Vous avez mis au point un projet, un programme pour la France pour qu'elle réussisse en 100 jours. Pourquoi vous n'y allez pas pour votre compte personnel? De quoi avez-vous peur? Non, j'ai peur de rien, c'est pas le sujet. Sinon du ridicule. Et il est évident que si j'étais candidat, je serais ridicule parce qu'un candidat hors parti fera 0% ou 2% des voix. Donc, mais nous allons revenir sur ce point. Pour moi, le plus important, c'est de savoir ce que le prochain président, quel qu'il soit, fera. Depuis 30 ans, depuis au moins Jacques Chirac, sinon depuis le 2e mandat de François Mitterrand, les présidents et leur majorité sont arrivés au pouvoir sans programme. Et naturellement, comme il n'y a pas de programme, ils n'ont rien fait. Ils sont arrivés avec des programmes, mais ils ne les ont pas appliqués. Non, ils sont arrivés sans programme. Ils ont été élus, en général, d'ailleurs, ils n'ont pas été élus, c'est l'autre qui a été battu. Et ils avaient des programmes minimums, d'ailleurs parce qu'ils savaient très bien que tout programme cumule les inconvénients au sens où ça coalise ceux qui sont contre. Donc ils sont arrivés sans programme. Or, la France ne se réforme que brutalement, ou disons d'un seul coup, dans un ensemble, qu'on l'a fait en 45, en 58 ou en 81. Et aujourd'hui, on a accumulé le nombre de choses qu'il faut faire. Donc je crois qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui de parler des projets, de débattre des projets. C'est d'ailleurs ce qu'on fait à Nuit debout. On réfléchit à des projets indépendamment des candidats. C'est frappant d'ailleurs de voir aujourd'hui que les deux sujets médiatiques, c'est Emmanuel Macron qui veut faire exploser les candidats figure imposée, et Nuit debout qui veut faire exploser les programmes figure imposée. Ça correspond aux deux piliers des demandes sociales. Je ne sais pas si l'un ou l'autre ira au bout. Mais c'est vraiment ça. Il y a cette double demande de sortir des candidats imposés et de sortir des non-programmes imposés. Et nous, ce que nous avons voulu faire, c'est de réfléchir au meilleur programme possible, en rassemblant un grand nombre de gens, d'abord en laissant tous les Français, il y a plus de 10 000 Français qui ont collaboré à ce programme, et en faisant un programme qui nous semble le meilleur possible, réaliste, faisable, très faisable, et qui vraiment changerait tout dans ce pays. Vous avez beaucoup de talent, vous avez évacué la question immédiatement, pourtant elle se pose. Vous avez dit, je voudrais réussir à ne pas avoir à être candidat. Oui, vous avez dit aussi, mais si j'estime dans 6 mois ou 1 an que personne n'a envie d'agir dans l'intérêt de ce pays, je reconsidérerai ma position, je ne l'exclus pas. Ça veut dire que ça, c'était avant que vous avez changé d'avis sur la question et que vous dites ce soir, de toute façon, c'est hors de question, ça n'est pas mon sujet. Non, c'est pas mon sujet pour l'instant, du tout. Le sujet, c'est de créer les conditions pour qu'on débatte. Oui, mais c'est pas le sujet, donc je veux l'écarter. Le vrai sujet, c'est pour qu'on débatte des propositions. Moi, je suis frappé de voir qu'on parle d'Emmanuel Macron, on parle de parce que c'est un sujet. Non, c'est pas un sujet, c'est une anecdote. Moi, je veux des primaires de programme avant la primaire des candidats. Je veux qu'on sache ce que les Français veulent qu'on fasse. Après, je dirais d'une certaine façon, le candidat, c'est anecdotique, c'est secondaire, sans importance. Quelqu'un qui sera élu sans savoir ce qu'il va faire fera rien. Un programme bien en place, je peux dire qu'il y a 10 personnes en France comme président qui pourraient le mettre en œuvre. Mais la question, c'est de savoir quoi. Or, aujourd'hui, je suis très inquiet parce que le temps passe, nous sommes au mois d'avril, l'été arrive et aucun candidat n'a annoncé de programme. L'actuel président de la République a annoncé que s'il serait candidat, c'est en décembre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de programme du candidat de la gauche avant janvier. Donc pas de débat sur ce programme avant février. De même à droite, ils retardent le plus possible le moment de la sortie de leur programme. Donc les Français ne savent absolument pas ce qu'on va leur proposer. Or c'est ça qui est important, c'est savoir ce qu'on leur propose, c'est savoir ce qu'on fera. Or il y a énormément de choses à faire. Je vous ai souvent entendu, parfois ici même sur cette émission, nous dire il manque de courage. Oui. Les réformes, nous les connaissons. Oui. On sait lesquelles. Oui. Quelles sont les réformes qu'il faut mener pour que la France s'en sorte. Mais il manque de courage. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, c'est aussi une question de personnes. Oui. C'est aussi une question d'incarnation. Pourquoi vouloir évacuer ce sujet-là quand on nous a expliqué depuis 1958 que c'était la présidentielle, la rencontre entre un homme et un peuple? C'est une question de personnes qui auraient le courage de proposer un programme. Donc j'attends
le courage aujourd'hui, à 1 an et demi ou quelques des présidentielles, c'est qu'un homme arrive avec un programme, celui-là ou un autre. Or, je dis qu'ils n'ont pas de courage, non pas parce qu'ils n'agissent pas, parce qu'ils ne sont pas en situation d'agir. Je dis qu'ils n'ont pas de courage aujourd'hui parce qu'ils ne présentent pas de programme. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour marcher sur la pointe des pieds et arriver aux élections présidentielles sans programme. C'est un programme de droite, un programme de gauche? C'est un programme, non, ni de droite ni de gauche. C'est un programme de consensus où il y a énormément de choses. Il a été fait par vraiment des gens formidables, de gauche et de droite, peu importe, qui contiennent énormément de choses qui pourraient être faites par un gouvernement de gauche ou par un gouvernement de droite. Des gens qui, par exemple, prenons la question du travail. Vous connaissez un candidat ni de droite ni de gauche, juste à part Emmanuel Macron, qui vient de se revendiquer comme... Vous revenez sur cette question. Je crois qu'un président de gauche pourrait faire ça et un président de droite pourrait faire ça. Donc pour moi, la question, c'est encore une fois le programme. Expliquez-moi si porter le mandat à 7 ans du président, c'est de gauche ou de droite. Expliquez-moi si réduire le nombre de députés à 200, c'est de gauche ou de droite. Si faire en sorte que les parlementaires payent leurs impôts, c'est de gauche ou de droite. Expliquez-moi si réduire le nombre de collectivités locales, c'est de gauche ou de droite. Expliquez-moi si créer les conditions pour que la justice ait un budget satisfaisant, c'est de gauche ou de droite. Expliquez-moi si la défense à 2% du PIB, c'est de gauche ou de droite. On va y revenir sur toutes vos propositions. Voilà, tout ça, c'est ni de gauche ni de droite, c'est de bon sens. Je voudrais vous montrer un tableau. 98, 2008, 2010, 2013, 2014. Ça correspond à tous les rapports que vous avez remis pour des présidents de droite et de gauche. Alors d'abord, celui de 98... Sans les détailler, pardonnez-moi. Non, mais celui de 98 oui. a été appliqué entièrement. Et au point même qu'il a été appliqué en Europe, et c'est aujourd'hui la base du système... Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois-ci? En quoi c'est différent? C'est très différent. C'est la raison pour laquelle je fais ça maintenant. Tous les rapports dont vous parlez ici sont des rapports qui ont été proposés à des présidents en fonction, ou à des premiers en fonction, ce qui était le cas du premier d'entre eux, qui l'a appliqué, Lionel Jospin et surtout Claude Allègre, son ministre. Mais l'expérience m'a montré que si vous donnez à un président en fonction des choses à faire, dans la mesure où il n'a pas été élu sur ce programme, il ne va pas le faire, et il a toute raison de ne pas le faire, puisqu'il n'a pas été élu pour ça. D'où l'idée de faire, non pas après son élection, comme Nicolas Sarkozy me l'a demandé, et j'avais fait à ce moment-là aussi un programme bipartisan. Quand je dis ni de gauche ni de droite, on devrait plutôt dire bipartisan, ce qui revient au même. Donc nous avons fait un programme bipartisan, mais il ne l'a pas appliqué, sinon en partie, disons un petit tiers, ce qui est déjà pas si mal, mais le petit tiers de droite, pas le reste. Et aujourd'hui, nous voulons le faire avant, pour que maintenant, au mois d'avril 2016, les Français s'emparent des réformes dont je viens de commencer à parler, mais il y a beaucoup de choses sur l'environnement. On va unir, on a le temps pour le faire. Oui, mais c'est ça qui compte, c'est les réformes. Est-ce que vous l'avez envoyé déjà? Est-ce que vous avez des retours? Oui. Aux candidats potentiels? Je l'ai envoyé aux candidats potentiels. Alors pour moi, le vrai, ce qui compte, c'est les lecteurs et les électeurs. Oui. Donc, il se trouve que, regardez, les listes de best-sellers, ce livre est déjà très bien reçu. Il va être bientôt en ligne gratuitement aussi. Nous avons créé une association France 2022 où des milliers de gens s'inscrivent tous les jours, et j'invite ceux qui nous regardent à le faire pour donner un peu plus de poids à ce mouvement. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une vraie pression. Alors, pour répondre à votre question, oui, je l'ai envoyé. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Beaucoup d'entre eux, plusieurs d'entre eux ont demandé à me voir, et je les verrai avec plaisir. Qui? Je les verrai avec plaisir. Bon, d'accord. Allez. Bon, vous considérez qu'il y a urgence à conduire les réformes, on a compris, sur lesquelles tout le monde s'accorde. On va y venir dans le détail. François Hollande, lui, nous dit que la France va mieux. Il a défendu à la télévision cette semaine sa méthode pour réformer l'équilibre et le dialogue. On l'écoute. Qu'est-ce que j'ai fait depuis 4 ans? Quel a été mon cap? Ça a été de moderniser le pays tout en protégeant son modèle social. Ce que je veux avec ce projet de loi El Khomri qui fait tant débat, y compris dans la jeunesse, ce que je veux, c'est qu'on puisse embaucher avec un contrat à durée indéterminée et qu'on puisse à ce moment-là clarifier les règles. Mais moi j'entends, moi je participe aussi du dialogue. Je ne me fiche pas dans des positions et j'essaye de trouver le bon équilibre. Pour vous, c'est pas une forme d'impuissance? Discuter? Concerter? Céder à la rue? Non mais où est-on? C'est pas céder à la rue. La rue, elle considère qu'il faut, pour une partie de ceux qui manifestent, qu'il faut retirer la loi. Elle ne sera pas retirée. Mais qu'il y ait des corrections, qu'il y ait des discussions avec les organisations syndicales, en tout cas celles qui maintenant comprennent le sens et même appuient cette réforme, oui. Et quand je me suis exprimé devant le Congrès à Versailles pour dire que ceux qui, Français, avaient tué d'autres Français parce qu'ils étaient Français, ne méritaient pas la nationalité française, tout le monde s'est levé. Quand j'ai vu que l'unité, hélas, pour des raisons qui tiennent à des comportements politiques sur lesquels je n'ai pas besoin de revenir, ou à des
doutes qui pouvaient s'exprimer, à ce moment-là, j'ai préféré que nous renoncions. Bien, vous avez fait des pas en avant, des pas en arrière. Mais on fait toujours... Ah bon, quand on est président? Non mais, vous pensez que on peut faire aussi facilement, on est président, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de partenaires sociaux, il n'y a pas de mouvement, il n'y a plus rien, et on décide soi maintenant. Gouverner, c'est choisir. Oui, c'est choisir, mais ce n'est pas décider tout seul. Ça, je peux vous l'assurer. Hein, il y a une société. Mais je ne suis pas indifférent. Et si parfois il y a des critiques qui me blessent, ça peut arriver, j'ai le devoir de ne pas le montrer, pour que les Français pensent que je n'ai pas de doute sur le cap que j'ai choisi, même si j'entends tout ce qui se dit. Il se trompe, François Hollande. Pour réformer, il faut passer en force, en 100 jours. Il dit, lui, il faut concerter, il faut écouter, il faut ajuster, il faut trouver le bon équilibre. Il faut faire tout ça avant les élections présidentielles, pour l'essentiel. Naturellement, il faut ajuster en fonction des événements qui peuvent arriver, tragiques ou heureux. Mais il faut faire ça avant les élections présidentielles pour avoir une vraie légitimité de réforme. Il faut ça maintenant pour le décider après. Par exemple, la déchéance de nationalité, j'étais contre. Je l'ai dit, le débat s'est traduit comme ça me paraît très bien, mais ça aurait dû être débattu avant. D'ailleurs, dans son discours à Versailles, le président de la République, peut-être l'a-t-il oublié ici, avait clairement dit que ça ne serait pas dans la réforme constitutionnelle, puisque la phrase était après, donc ça ne devait pas l'être. Deuxièmement, pour la loi El Khomri, je me suis aussi tout de suite présenté et porté contre, parce que telle qu'elle était présentée, c'était une loi qui était uniquement pour créer la précarité du travail et pas pour créer les conditions de l'équilibre. Donc, et comme elle n'avait pas été débattue avant, comme elle est sortie d'un chapeau de nulle part, donc forcément il y a eu un débat. Donc, et elle n'était pas présentée dans une vision globale de ce que c'est que le travail, de ce que va être le travail au XXIe siècle, de en quoi le numérique change le travail, change l'entreprise, change même la relation entre travail et apprendre. Aujourd'hui, je crois qu'il y aura bientôt plus de différence entre travailler et apprendre. Ce sera un grand continuum dans nos sociétés. On sera de temps en temps en train de travailler, de temps en temps d'apprendre, et on devra être rémunéré pour les deux. Il a encore la capacité de réformer, président de la République, aujourd'hui? Si j'étais lui, aujourd'hui, je dirais, voilà les 10 réformes majeures qu'il faut faire. Voilà les 10 réformes majeures qu'il faut faire d'ici à 2022. Je les commence tout de suite. Peut-être que je serai en situation, je parle comme si j'étais... Peut-être que je serai en situation en 2017 de continuer, mais en tout cas, qui que ce soit qui me succède, en mon âme et conscience, je pense qu'il devra continuer ses réformes. Ce qui lui permettrait d'ailleurs de dire en 2017, si on lui dit dans un programme éventuel, pourquoi vous avez ce programme alors que vous auriez pu le faire avant, de dire j'ai commencé. Donc c'est maintenant qu'il doit créer le débat sur des propositions et je regrette que ça ne se fasse pas. Donc ça veut dire que vous croyez toujours en François Hollande? Non, vous m'avez posé une question sur ce qu'il devrait faire. Je vous repose une autre question. Est-ce que vous croyez toujours en François Hollande? Encore une fois, vous venez toujours sur les questions de personnes. Je crois au projet. Je crois que quelqu'un qui aurait aujourd'hui un projet, qu'il soit président en exercice, par exemple quand Emmanuel Macron dit il faut des changements radicaux. Très bien, mais lesquels? Moi, j'attends qu'on me dise quoi? J'attends qu'un candidat ou un pseudo-candidat ou un quasi-candidat me dise voilà ce que je propose, qu'on en débatte. Or, ils sont tous en train de s'esquiver, d'éviter ça, pour créer les conditions pour passer en douce, soit sur une popularité... C'est ce qu'il veut faire, Emmanuel Macron? Il veut passer en douce? Non, pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Je ne dis pas c'est ce qu'il veut faire, j'espère, et je le pousse, comme je pousse tous les autres, à oser avoir des problèmes. Le courage, c'est ça. Le courage, c'est ça. C'est de dire de façon impopulaire, il faut que les retraites des fonctionnaires soient alignées sur les retraites du privé. Il faut que les parlementaires payent leurs impôts. Il faut que c'est ça le courage. Et pour avoir du courage, il faut des courageux et des personnalités, pardonnez-moi d'y revenir, qui peuvent l'incarner, qui peuvent communiquer, qui peuvent défendre des idées. Absolument. Mais avant de défendre des idées, il faut en avoir. Il n'en a pas, Emmanuel Macron? J'attends de les voir. Je sais qu'il en a, puisque je le connais suffisamment bien pour admirer son talent et toutes les promesses qu'il représente pour la société française. Mais pour l'instant, j'ai pas... Or, qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui? Il incarne le fait que les Français n'ont envie ni de François Hollande, ni de Nicolas Sarkozy, ni d'Alain Juppé, ni de Mme Le Pen. Donc il y a une fenêtre de tir. Ils veulent autre chose. Ils veulent à la fois autre chose en tant que personne, Emmanuel Macron, mais ils veulent aussi autre chose en tant que projet. C'est pour ça que Nuit debout est important. Moi, je rêve, non pas de Nuit debout, mais je rêve de... On va y venir. Jour debout. Très étonnant. étonnant. On est sur Jour debout. Je voudrais que tout le monde... La Nuit debout, c'est formidable, mais c'est la nuit, c'est dans un moment, une sorte de sortie du réel. Je vous promets qu'on va en parler. Dans le Jour debout. Et ça, c'est le Jour debout. On va en parler avec Aurélien Lecoq, mais quand même, vous venez de dire les Français ne veulent pas d'Alain Juppé. Il est en tête dans les sondages d'opinion. Pour vous, ça ne raconte rien? Le paradoxe de Condorcet est bien connu sur les élections, qui dit que les candidats sont plus ou moins tous battus l'un par l'autre. En réalité, en effet, il est en tête. Mais si vous demandez aux Français, voulez-vous de lui comme président, la majorité répond non.
Je parle sous le contrôle de ceux qui font des instituts de sondage. Il me semble, peut-être qu'on va me dire le contraire, mais il me semble que la majorité des Français disent qu'ils ne veulent d'aucun d'eux. Mais naturellement, si on a une offre réduite, à un moment, on est forcé de prendre ceux qui sont là. Quand vous entendez le président de la République dire aux Français « la France va mieux », et les proches de François Hollande nous expliquaient qu'il y a une sorte en fait, de décalage entre la perception des Français et la réalité économique du pays. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous ne dites pas qu'il y a plutôt un décalage entre François Hollande et la réalité du pays? Quand on regarde les chiffres objectifs, il a à la fois raison et tort. Il a raison parce qu'il y a un peu mieux en termes de croissance, un peu mieux en termes de balance des paiements, un peu mieux sur certains critères, mais il a tort sur le principal critère que lui-même avait dit comme le plus important, c'est-à-dire le chômage. Lui-même avait dit je ne vais te jouer que sur celui-là, et évidemment sur ce critère, ça ne va pas mieux. Donc évidemment, au fond, il a tort sur ce point, parce que sur le point fondamental, qui est celui de l'emploi, la France ne va pas mieux. Quelle est la plus grave erreur de ce quinquennat? Qui n'est pas terminé, comme l'a précisé le président de la République sur France 2 jeudi soir. Il l'a dit lui-même, je crois. Il a dit premièrement de ne pas avoir expliqué la situation de la France clairement au lendemain de son pouvoir, et deuxièmement de ne pas avoir proposé une série de réformes majeures immédiatement en disant « Excusez-moi, je ne les avais pas proposées, mais je constate que la situation est beaucoup plus grave que je croyais, et je vous les propose maintenant, non pas avant les élections, mais juste après, parce qu'après l'élection, j'ai constaté que la situation était plus grave. » C'est ça les erreurs. Il y en a une qui va arriver en débat, la réforme sur la loi travail, la loi El Khomri, qui va arriver en débat. Entre parenthèses, pardonnez-moi de vous interrompre. Oui. Je suis frappé et étonné. Si j'avais été un jeune protestataire, j'aurais tout fait pour que ça ne s'appelle pas la loi travail, mais la loi chômage. Mais passons. Bon. On lui posera la question dans une minute à Aurélien Coq. Mais juste, cette loi, vous considérez qu'il faut qu'elle aille au bout, malgré tout? Il faut la retirer, étant donné le mouvement de contestation auquel elle a donné lieu? Dans quel moment on est par rapport à cette réforme-là, qui est considérée quand même par certains comme une réforme attendue, par certains chefs d'entreprise notamment? Oui, elle eût été formidable si elle avait été équilibrée et si elle avait été lisible. Elle a été modifiée. Elle ne l'est toujours pas équilibrée? Elle est un petit peu moins par une mesure très importante, mais qui est passée complètement inaperçue, c'est le compte personnel d'activité, qui reste dérisoire, mais qui est fondamental, parce que c'est vraiment une réforme fondamentale, parce qu'elle permet à un travailleur qui change d'entreprise de conserver un droit à la formation. La clé, c'est ça. Soit on travaille, soit on est en formation. On peut plus facilement admettre le fait de quitter un emploi si immédiatement on est rémunéré pour se former. Et le compte personnel d'activité, ça le permet. Naturellement, le montant, 450 heures, n'est pas suffisant. Il faut changer ça. Et en plus, le gouvernement était incapable de l'expliquer d'une façon cohérente en disant « Ne vous inquiétez pas, vous serez formé et rémunéré pour vous former, donc vous pouvez plus facilement accepter de quitter votre travail. » Et en particulier, les chômeurs doivent être formés, car c'est dans la formation des chômeurs, je le répète depuis toujours, que se trouve la solution. Qu'on ne me dise pas que la solution, c'est dans la flexibilité, qu'on ne prenne pas l'exemple allemand. En Allemagne, c'est facile de ne pas avoir de chômeurs, il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas d'enfants. Donc forcément, il n'y a pas de chômeurs. Donc la situation est complètement différente. Nous avons la chance d'avoir une démographie forte, donc nous avons la chance de pouvoir avoir notre clé, c'est le problème de la formation. Et c'est pourquoi là-dedans, nous proposons de façon majeure la formation dans les classes maternelles, dont aucun politique ne parle, parce que c'est là que tout se joue. C'est dans la classe maternelle que se joue la formation qui va ensuite décider de... On parle de Nuit debout? Avec plaisir. Allez, on en parle avec vous, Aurélien Lecoq, 19 ans, étudiant en 2e année de sciences politiques à Lille. Vous êtes membre du syndicat Solidaire étudiant. Vous passez, vos nuits debout, pas seulement pour dénoncer la loi El Khomri, mais aussi pour contester un système institutionnel, politique dans lequel vous ne vous retrouvez pas. Vous nous expliquerez pourquoi. Tout de suite, le reportage de Laurent Hirsch et Thomas Buyère. Pour les étudiants lillois, c'est les vacances de printemps. Pourtant, cet après-midi-là, Aurélien Lecoq, 19 ans, va quand même à la fac. Comment se matérialise la crise financière? C'est une baisse de la valeur de ces titres. Dans cet amphithéâtre, occupé nuit et jour depuis près d'un mois par des étudiants contestataires, c'est aujourd'hui cours d'économie antilibérale. Un financement qui passerait par des institutions publiques, ça serait déjà bien mieux que ce qu'on a actuellement sous le nez. Il y a 6 jours, le gouvernement a promis 500 millions d'euros par an à destination des jeunes pour calmer les étudiants en lutte contre la loi travail. Insuffisant pour Aurélien Lecoq. C'est de la poudre aux yeux. Ils essayent d'acheter les étudiants qui manifestent. Les étudiants ils manifestent en disant qu'ils sont contre la loi et que ce qui est dans la loi, c'est inacceptable et qu'ils veulent le retrait. Depuis une semaine, le mouvement Nuit debout gagne Lille. Chaque soir ou presque, Aurélien Lecoq participe à ces débats qui rassemblent divers groupes de contestation. Cette idée de convergence des luttes, c'est juste pour vous dire qu'on essaie de trouver ce qui nous est commun
pour pouvoir avancer et défendre nos droits là-dessus. Voilà. Il y a un ras-le-bol du fonctionnement de ce système où on a les mêmes personnalités politiques qui tournent en rond depuis 20 ans et qui finalement finissent par proposer ou en tout cas mettre en place exactement la même chose. Un constat radical que beaucoup partagent ici. Alors même si ce soir l'affluence est plutôt faible, les nuits debout comptent bien le rester. Venez nombreux demain, avec un sourire et peut-être un masque aussi, ce serait bien. Alors là, on voyait un rassemblement qui était plutôt tranquille, Jacques Attali, mais le mouvement parfois dégénère. Yanis Varoufakis est venu sur la place de la République hier soir. Alain Finkielkraut, lui, a été hué, traité de facho. Est-ce que ce mouvement peut durer s'il échappe à ses organisateurs? Moi, je trouve que c'est un mouvement très respectable. Vraiment très respectable. Je trouve la façon dont il se déroule, la façon dont il est contrôlé, dont il est organisé, auto-organisé, est remarquable. J'espère que la police va faire son travail complémentaire pour créer les conditions pour que ceci ne soit pas gâché par des voyous. Donc non, il y a des Ça gens... ne vous choque pas plus que ça, ce qui est arrivé à Alain Finkielkraut? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Qu'il y a deux, trois excités qui, là ou ailleurs, s'en prennent à une personnalité publique, ça arrive tout le temps. Mais ça n'a rien à voir avec le mouvement. Moi, je trouve que c'est un mouvement très respectable et qui mérite de l'être. Alors D'abord, je ne suis pas le porte-parole de Nuit debout et je tiens à le dire parce que c'est effectivement un mouvement qui est auto-organisé, qui n'a pas d'organisateur précis et du coup que personne ne représente. Il est souverain et je ne suis pas là pour le représenter. Ensuite, ce qui est arrivé à Alain Finkielkraut, ça lui est arrivé parce qu'il représente tout un tas de choses. C'est pas forcément lui en tant qu'homme qui intéresse, c'est que, encore une fois, c'est effectivement quelqu'un qui porte des idées nauséabondes et que c'est de ces idées que veulent sortir sans doute ce mouvement Nuit debout. Mais Nuit debout, et ça a été dit, depuis 30 ans, vous conseillez les plus puissants. Depuis 30 ans, vous soufflez à l'oreille des gouvernants des solutions. Et finalement, il sort les mêmes politiques. Il sort le même discours libéral. Et vous faites mine de changer aujourd'hui, de vous positionner peut-être contre la loi El Khomri. Mais finalement, ce que vous proposez et votre démarche, elle est toujours la même. Et c'est ça aujourd'hui que les étudiants contestent. ça veut dire quoi, la même? Toujours la même, ça veut dire quoi? Toujours la même, ça veut dire garder les mêmes indicateurs, ça veut dire penser l'économie exactement de la même façon. Ça veut dire, alors vous avez dit par exemple qu'il ne fallait pas de la flexibilité pour de la flexibilité. Oui, mais vous défendez quand même la flexibilité quand il y a de la formation. Vous considérez quand même que les travailleurs doivent se former pour répondre aux besoins des entreprises. Les travailleurs aujourd'hui, il faudrait déjà créer du travail. Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. L'emploi aujourd'hui n'est pas suffisant pour satisfaire tout le monde. Et finalement, on se retrouve dans une situation où le mouvement social, les étudiants sont méprisés par le gouvernement. Ils sont méprisés par le gouvernement qui met en place une loi travail qui est absolument dans laquelle vous ne retrouvez pas. Dans laquelle on ne se retrouve absolument pas, mais méprise également dans sa réaction. Parce que lorsqu'il nous propose, par exemple, de nous donner 500 millions d'euros comme ça, ces 500 millions d'euros, c'est de la poudre aux yeux. Je disais, ce sont des mesures inutiles et inefficaces. Je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus. Mais il essaye effectivement d'acheter le mouvement, de dire on va donner un peu d'argent aux jeunes et puis par ailleurs, on en donne autant aux policiers, voire même plus alors qu'ils sont bien moins nombreux. Et donc, pardonnez-moi, le but, au fond, de cette mobilisation citoyenne, vous diriez comme ça comment est-ce que vous l'appelez, ce mouvement-là? Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'arriver au retrait de la loi El Khomri ou est-ce que ça va bien au-delà? Le but de la mobilisation lancée par les syndicats dans les manifestations, c'est d'abord le retrait de la loi travail. Et né à partir de là le mouvement Nuit debout, qui a effectivement comme premier objectif le retrait. Mais effectivement, ça dépasse ça. Nuit debout, c'est un cadre dans lequel tout le monde peut s'exprimer. Et ce qui est exprimé dans ce cadre-là, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol du système dans lequel on est, un ras-le-bol de l'économie dans laquelle on est, qui est l'économie que vous conseillez alors, aussi Jacques Attali, de l'économie libérale. Premièrement, je suis d'accord avec vous sur les 500 millions en question. Je trouve que c'est une très mauvaise idée parce que je l'ai déjà dit, c'est pas parce que vous êtes là que je le dis, je l'ai déjà dit publiquement. Il ne faut pas donner de l'argent juste pour donner de l'argent, il faut de l'argent en échange de quelque chose. Et donc les jeunes qui ont fini leur diplôme, on peut imaginer de les rémunérer à condition qu'ils fassent un complément de formation en même temps. Pas comme ça, juste pour attendre. Deuxièmement, c'est vrai que, indépendamment d'autres choses que je fais, comme par exemple la Fondation Positive Planète que je préside, je donne mon avis sur la société française depuis très longtemps. Mais je ne suis pas entendu.
la réforme sur la formation professionnelle, que je porte depuis presque 20 ans, et qui se retrouve dans mon regard sur la loi El Khomri, reste toujours la même, mais je ne suis pas entendu. Je dis depuis presque 20 ans, nous allons vers une société où il va falloir changer beaucoup plus souvent de travail. Et donc, il faut en permanence créer les conditions de la formation de ceux qui vont avoir changé de travail et que cette formation soit sécurisante. Donc, je propose depuis presque 20 ans, et en particulier dans la commission précédente et dans ce rapport, de créer les conditions pour qu'il y ait rémunération égale à un contrat de travail pour qui que ce soit qui est en formation. Et cette rémunération sous forme de rémunération de la formation permettra de rendre plus facile la possibilité de changer d'emploi. Oui. Alors, quand vous dites la société est libérale, il faut en changer, moi, je vous répondrai ceci. Je voudrais que votre génération, il y en a beaucoup dans votre génération, et sans doute vous-même, parce que le débat est un peu caricatural et trop court, ne se contente pas de dire « il y a qu'à, ça va pas, faut que ça change, l'économie libérale ». Non, nous sommes dans un monde tel qu'il est. Soit on décide de fermer nos frontières et d'aller vers un modèle de type Corée du Nord, qui est, à mon avis, le seul modèle différent de celui Attendez, soit on fait ça. Vous êtes en train... Attendez, je voudrais terminer ma phrase. Soit on fait ça... La critique du système actuel laissez-moi... Oui. Ne laisse comme... Et du libéralisme ne scelle que comme seule optique la Corée du Nord. Oui. C'est ça que vous êtes en train de dire à tous les gens qui manifestent en ce moment. À tous les étudiants qui descendent dans la rue, qui se réunissent en AG. Vous leur dites qu'ils sont en train de... Laissez-moi, monsieur... Laissez-moi finir ma phrase c'est un petit peu caricatural. Et ne répondez pas à ma place. Je dis, le monde est ce qu'il est. Le monde est fondé sur une double réalité, qui est la rareté des choses. Et la rareté se répartit économiquement de deux façons, par le plan ou par le marché, par la dictature ou par le marché, ou par les échanges. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est la réalité du monde tel qu'il est. La rareté, vous la vivez tous les jours parce que vous n'avez pas assez d'argent pour obtenir tout ce que vous voulez, c'est la rareté. Et la rareté, on la répartit de ces deux façons, le marché ou le plan. Eh bien, aujourd'hui, le monde tout entier décide de la répartir par le marché. Vous pouvez ne pas être d'accord, le marché a beaucoup de défauts, je les combats, et le rôle de l'État, c'est de les combattre autant qu'il est possible, mais on ne peut pas nier cette réalité. Et d'autre part, la vraie réponse ne doit pas être simplement à se plaindre du système tel qu'il est dans le monde, ni à chercher un modèle autarcique fermé, genre Corée du Nord. Mais le vrai modèle, c'est de sortir de ce que j'appelle la position du résigné réclamant. C'est-à-dire de dire « Oh, ça va pas, je réclame, je veux plus du système ». Mais de vous demander vous-même deux choses que je n'ai toujours pas entendues de votre part. Mais sans doute parce que nous n'avons pas le temps ici. Mais on a le temps, alors allons-y. Première chose. Qu'est-ce que je voudrais que l'État fasse concrètement? Au lieu simplement de protester, qu'est-ce que je propose concrètement, techniquement de faire, premièrement. Et deux. Et deux, qu'est-ce que je vais faire moi-même pour moi-même? Alors, quel métier qu'est-ce que je vais faire concrètement moi-même pour faire que ma vie soit réussie? Qu'est-ce que je vais faire pour devenir moi-même? Alors, au-delà des caricatures dans lesquelles vous êtes largement et que vous défendez, parce que non, il n'y a pas que deux alternatives, la dictature ou la loi du marché. Oui, il n'y a qu'une seule alternative. Sur ces deux points, qu'est-ce que vous attendez de l'État? Sur ces deux points, nous, des propositions, on en a aussi. Et le mouvement contre la loi travail, il propose des propositions. Il y a eu des coordinations nationales étudiantes qui se sont réunies. J'aimerais l'entendre, là, de vous. Eh bien, ces propositions, c'est par exemple le partage du travail. Vous savez que l'un des problèmes était le chômage. Effectivement, cette loi, elle veut lutter contre le chômage. Eh bien, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde aujourd'hui. Partageons-le, le travail. Comment? Proposons la semaine de 32 heures. C'est par exemple c'est l'un des exemples. Vous avez parlé de la formation et c'était assez intéressant. Vous avez dit qu'il faut que le travail, que la formation soit rémunérée parce que les travailleurs en formation sont des travailleurs et qu'ils apportent quelque chose à la société. Il ne faut pas parler de travailleurs, il faut parler de gens en formation. Je ne parle pas simplement des dimensions de travailleurs. Moi, je parle de travailleurs. Non, parce que vous voulez m'entraîner dans une voie critique. Non, moi, je vois où vous voulez aller. Oui, mais vous êtes très bien d'être dans une voie critique. Et il ne s'agit pas. Les gens ne sont pas que des travailleurs. Et la formation ne vise pas simplement à fabriquer des travailleurs. Une proposition. C'est justement nous. Ce qu'on dit également, il faut que les travailleurs en formation soient rémunérés et touchent un salaire. Mais tous les travailleurs et toutes les travailleuses en formation. C'est-à-dire que ça inclut également les étudiants. Parce que qu'est-ce que sont les étudiants? Un salaire pour les étudiants. Voilà. Alors, qu'est-ce que sont les étudiants aujourd'hui? C'est notre travailleurs en formation. Nous demandons un salaire universel pour les étudiants. Et même, il peut s'entrevoir au-delà, que ce soit un salaire universel de 18 ans jusqu'à la mort, parce que finalement, on est tous dans une démarche de création dans la société. On apporte tous quelque chose à la société, même lorsque les activités que nous avons ne sont pas reconnues par le système marchand. Donc, vous voudriez que tout le monde travaille 32 heures et que tout le monde soit rémunéré pour étudier? Non, pas tout le monde sera rémunéré pour étudier. Je veux que les étudiants soient rémunérés pour étudier
et qu'ensuite les gens qui travaillent soient encore rémunérés et que les retraités qui apportent également à notre société, qui sont aussi productifs de différentes manières. Ils sont productifs lorsque, par exemple, ils font de la musique comme vous le faites. Eh ben, c'est une production, ça apporte quelque chose à notre société. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais il faut bien distinguer ce qui est apporté de façon non marchande et qui peut très difficilement être rémunéré de façon marchande, puisque ça apporte de façon non marchande, soit le faire entrer dans l'économie de marché, ce que vous ne voulez pas. Comment ? Je reviens simplement sur les étudiants, une seconde, si vous permettez. Je suis d'accord avec vous. Plus exactement, de façon plus prudente. Je suis très hostile, et nous le sommes ici, contre le fait de faire payer les études. Je crois que l'évolution américaine, qui consiste à faire payer les études, est une très mauvaise évolution. Vous êtes d'accord ? Et donc, nous nous battons beaucoup là-dessus, et je me suis battu, et dans la commission précédente que j'ai présidée, je me suis opposé à ça, alors qu'il y a un consensus universitaire, à gauche comme à droite, pour vouloir faire payer les études. Nous proposons de ne pas le faire, nous disons simplement, dans ce programme, que si quelqu'un a très bien réussi, il doit rembourser une partie de ce qu'il a réussi grâce aux études en payant l'université à laquelle il a travaillé. Ce qui est une incitation d'ailleurs à l'université pour faire que les études soient les meilleures possibles. Sauf que cette personne paye déjà ses études et payera les études de ses enfants déjà par l'impôt. Dans ces cas-là, il suffit d'avoir une imposition plus importante pour que cette personne-là contribue au service public et à l'enseignement supérieur, comme elle peut contribuer à l'ensemble des services publics. J'ai une question à vous poser. Et ce n'est pas en supprimant l'ISF que vous proposez qu'on va arriver à financer. J'ai une question à vous poser. Sur quoi ça débouche ? Là, sur quoi ça débouche, Nuit debout, à votre avis ? Alors, pour l'instant, Nuit debout, ça débouche sur rien de concret. Et il ne faut pas s'en étonner. Ce sont des gens qui sont en train de prendre du temps pour discuter. Donc, ce sont des gens qui sont très différents. Ce ne sont pas des gens d'un seul parti politique ou d'une seule organisation syndicale. Ce sont des gens qui parlent entre eux, qui ont des cultures politiques différentes, des gens qui sont militants, des gens qui ne le sont pas. Et du coup, ils ont tous des objectifs différents. Chacun a un objectif différent. Et peut-être que se dégagera un objectif global. Je n'en sais rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on ne doit pas demander à Nuit debout, en l'espace de 10 jours, d'avoir un programme, un nom, de toute façon on n'en veut pas, et des objectifs clairs et précis. Il faut laisser un peu du temps au temps. Eh bien, on va laisser du temps au temps. On va s'arrêter maintenant sur le contenu de ce livre. Tiens, je vous le donne, de la lecture. Vous avez réuni, Jacques Attali, 10 000 contributions faites par 250 experts. 10 000 contributions de Français, plus 250. 10 000 contributions, aussi 250 de Français, 250 experts, sans aucun politique, c'est ça. Et vous en arrivez à proposer un pacte national de confiance pour que la France réussisse en 100 jours. Réussisse quoi et comment ? On va y venir, mais d'abord Romain Besnénou et Stéphane Lopez. 250 experts, 10 000 contributions, plus d'1 an de travail et une mission, sauver la France. Il n'est pas candidat et pourtant dans son livre, Jacques Attali détaille son programme. Culture, emploi, fiscalité, sécurité, 300 propositions au total. L'ancien conseiller de François Mitterrand veut d'abord revoir les institutions. Réforme des retraites parlementaires et parité homme-femme à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parlement qu'il veut d'ailleurs alléger à 200 députés et 50 sénateurs. Jacques Attali est également favorable au mandat présidentiel unique de 7 ans. Le programme s'attaque aussi au système fiscal, jugé illisible et complexe. Attali veut nationaliser la sécurité sociale, remplacer l'ISF par un impôt sur le seul patrimoine immobilier, continuer la baisse des charges sur les bas salaires et augmenter la TVA de 2 points. Pour cet économiste, le programme de Jacques Attali, qui se veut ni de gauche ni de droite, manque peut-être d'un peu d'équilibre. C'est un programme qui s'inscrit bien dans un système d'économie de marché, mais qui est sans doute aujourd'hui un système qui fonctionne à certains égards, mais qui a beaucoup de dysfonctionnements et en tout cas qui provoque énormément d'inégalités. Donc l'idée serait plutôt de trouver une solution pour réduire les inégalités qui sont issues de ce système-là. Or c'est peut-être là où une vision un peu plus de gauche pourrait être présente en disant comment on va lutter contre ces inégalités, comment on redistribue ces richesses. Sur votre gauche, s'il vous plaît. Autre point central du livre, l'emploi. Pour Jacques Attali, la France a fait le choix d'avoir des chômeurs nombreux et bien payés. Il propose de flexibiliser le temps de travail, de renforcer la formation des chômeurs et des salariés moins qualifiés, et de reconnaître comme syndicats représentatifs ceux qui obtiennent au moins 15% des voix, contre 8 aujourd'hui.
Avec son pacte national de confiance, Jacques Attali ambitionne de redonner à la France son rang de première puissance européenne d'ici 20 ans. Alors, le sous-titre de ce livre, c'est 100 jours pour que la France réussisse, Jacques Attali. Mais réussisse à quoi? Réussissent à quoi? À augmenter le PIB, à augmenter sa croissance, à créer des emplois, je sais pas moi, à vivre ensemble, à déradicaliser ces enfants perdus. À quoi? À tout ça, c'est très complexe. C'est pour ça que le débat devrait être dès aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de sujets. On a essayé de le résumer en 3 mots. Oser, protéger, rassembler. Oser créer, oser innover, oser libérer, oser donner les moyens d'entreprendre. Rassembler, créer les conditions d'une véritable identité nationale, laïque, tournée autour de la défense du français. Et protéger, c'est tous les enjeux de la sécurité, de la défense, etc. Sur la question de la justice, et si j'avais résumé d'un mot ce programme, je dirais que... Sur la question des inégalités évoquées dans le reportage. Mais en même temps, ça renvoie à votre question. Idéalement, nous souhaitons créer les conditions pour que chaque Français, d'aujourd'hui et de demain, ait les moyens de devenir ce qu'il rêve de devenir. Pour que chaque Français ait les moyens de devenir ce qu'il rêve de devenir. Ça me fait penser à du François Hollande. Réenchanter le rêve français. C'est pas du tout... Non, ça c'est une formule creuse. Créer les conditions pour que chacun puisse devenir ce qu'il a envie de devenir. C'est-à-dire donner à chacun les moyens en termes de formation. Et c'est pourquoi nous commençons la réduction des inégalités. Si on n'agit pas dans la maternelle, on ne fait rien. Et personne ne s'occupe de la maternelle depuis qu'elle existe. Or, c'est là que se nouent les inégalités. C'est pour ça que nous proposons d'avoir un taux d'encadrement des maternelles dans les quartiers difficiles beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Et tout ça est très chiffré. Ce programme est d'un point de vue financier, tout à fait cohérent et raisonnable. Donc nous proposons d'agir d'abord sur créer les conditions pour que chacun puisse devenir lui-même, en ayant accès au meilleur enseignement possible, dès la maternelle, en déplaçant les ressources de l'éducation nationale vers le primaire et moins vers le secondaire où il y a des moyens légèrement... On ne crée pas de postes, on déplace les effectifs. On déplace les effectifs vers le primaire et surtout vers la maternelle, et on crée les conditions d'une diversité beaucoup plus grande dans la découverte de ce que chacun peut devenir lui-même. Avec beaucoup plus de choses sur l'éducation artistique, sur la possibilité de faire des études diverses, sur la possibilité de se rattraper, sur la possibilité pour les gens qui n'ont pas fait d'études d'en faire plus tard, sur l'importance de la formation permanente. C'est ça qui recréera les conditions du... Il y a un sujet qui intéresse les gens qui vous regardent aujourd'hui et les Français d'une manière générale, c'est la question de l'emploi. Bien sûr. Est-ce que dans ce livre, et à l'issue de... On peut imaginer qu'un des candidats s'empare de ce programme-là, est-ce que ça fait baisser le chômage en France? Est-ce qu'il y a un objectif chiffré que vous fixez, qui est possible, qui est crédible, qui serait réalisable? François Fillon, par exemple, a sorti un chiffre en disant 7%, c'est possible. Alors je vais vous répondre de façon un peu plus sophistiquée ou complexe que oui ou non. Parce que d'abord, il serait très facile de réduire le chômage en réduisant les allocations chômage et en disant il suffit que les gens acceptent un travail à 3 € de l'heure. C'est comme ça existe d'une certaine façon. Donc la France a choisi culturellement, et c'est très bien ainsi, c'est dit dans le reportage précédent, des chômeurs bien payés plutôt que des travailleurs mal payés. Et c'est très bien. Et c'est très bien ainsi. Oui, à condition que les chômeurs bien payés deviennent des chômeurs en formation bien payés. Parce qu'il n'y a pas de raison de payer des chômeurs à rien faire. Par contre, payer des chômeurs à se former et donc d'améliorer le niveau de formation du pays, comme dans un orchestre où, quand un musicien se forme, il améliore la qualité de l'orchestre. Donc c'est pourquoi le chômage en tant que tel n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est le continu. Non, vous allez... C'est juste difficile à entendre. Non, mais c'est pour ça qu'un travailleur qui ne travaille pas et qui est au travail ne doit pas être, et qui est en formation, ne doit plus être considéré comme un chômeur. La grande réforme que nous proposons, c'est de dire que tout chômeur en formation n'est pas un chômeur, parce qu'il est rémunéré comme tel, qu'il a un contrat de travail pour se former. À partir de ce moment-là, le problème du chômage se pose complètement différemment. Et ça correspond tout à fait à l'évolution du temps, où nous allons de plus en plus être en situation d'avoir, en raison de l'évolution des technologies, d'avoir en permanence besoin d'apprendre, et où apprendre sera un travail comme un autre. Voilà la grande mutation, qui est complexe à comprendre. Donc, si on admet cette mutation-là, eh bien, je peux vous dire, il n'y a plus de chômage. À 5 ans d'ici, il n'y a plus de chômage, tout simplement parce que, et c'est financièrement équilibré, on crée les conditions en utilisant l'argent qui est aujourd'hui gaspillé dans la formation permanente et d'une certaine façon gaspillé dans la rémunération des chômeurs, à créer les conditions d'utiliser cet argent pour rémunérer les gens et les former en même temps. Alors, Michel Viborca, vous avez écouté le début de l'émission attentivement. Il y a eu quelques propositions qui ont déjà été énoncées clairement par Jacques Attali. Est-ce qu'à votre avis, c'est de nature à faire baisser
le vote Front National, qui va être le sujet de la prochaine présidentielle, naturellement. Écoutez, j'ai deux types de remarques à faire. Les premières sont sur le fond, c'est-à-dire le contenu des propositions que fait Jacques Attali, et les autres sont sur le thème de la démarche. Mais dans les deux cas, malheureusement, je pense que ça n'atteindra pas, ça ne peut pas atteindre cette montée du Front National, qui est pour moi un sujet très, très préoccupant. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? La démarche d'abord. La démarche, c'est une démarche, quoi qu'on en dise, de haut vers le bas. L'échange que vous avez eu un instant avec ce... j'ose même pas dire militant, avec cette personne qui bah, c'est pas grave, hein. Enfin... Aurélien Lecoq, c'est pas grave. Oui, non, mais je veux dire, je cherche un mot pour qualifier, parce que on ne peut pas dire militant, c'est autre chose de nouveau, justement. Mais enfin, cet échange nous le montre bien. Ils vous disent, nous, on fait quelque chose de bas en haut, vous incarnez le monde des experts. Non, nous avons travaillé avec 10 000 Français en contribué. Attendez, laissez-moi... Je corrige un fait. Écoutez, vous incarnez, je ne dis pas que vous n'avez pas travaillé avec 10 000 personnes, vous incarnez le monde des experts, le procès d'intention. Le monde, vous l'incarnez. Procès d'intention. Bon, écoutez... Non, c'est un procès d'intention, c'est faux. Bon, je vous dis ce que vous incarnez. Non, je vous dis ce que vous pensez que j'incarne, mais ce n'est pas la réalité. Bon, écoutez, ni vous ni moi ne pouvons nous mettre à la place des gens qui nous écoutent. Mais vous avez choisi de dire que j'incarne alors que je considère que c'est faux. Écoutez, moi j'ai lu vos rapports, j'ai d'ailleurs relu celui de 2008 où il y a beaucoup de continuité par rapport, c'est pas un procès d'intention, beaucoup de continuité par rapport à celui d'aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui a présenté ce rapport au chef de l'État, à sa demande d'ailleurs. Oui. Bon, donc vous avez été, voilà, donc vous incarnez le monde d'en haut. Vous pouvez le dire, le refuser. Vous incarnez ce monde d'une certaine connaissance experte. Excusez-moi, on m'a balancé aussi le titre d'expert tout à l'heure. Je ne l'ai pas contesté. Vous incarnez cet univers. Et je pense que la première chose, une des choses dont le Front National. Vous allez reprocher la compétence et le savoir, juste pour savoir. Je ne suis pas en train de parler comme ça. Si. Je vous parle, moi, de ce sur quoi surfe le Front National. Oui. Alors, ne me faites pas... Donc, vous le regrettez. Alors, on avance, ne me mettez pas dans la peau du Front National. Donc, vous le regrettez. Attendez, mais bien entendu que je le regrette. Moi, je voulais juste vous faire remarquer. Mais ce que je dis, c'est que votre position, elle vient, comment dirais-je, en plein dans un des arguments du Front National qui est ce monde d'en haut. Alors, refusez le mot d'expert. Ce que vous appelez le monde d'en haut, c'est le monde de ceux qui savent, c'est ça? Écoutez, c'est les allées du pouvoir, c'est les bons restaurants. Non. Ça, c'est l'opéra. Ça, c'est du Front National. Mais je suis en train de vous... C'est ce qu'il dit. Non, ça, moi, je parle de ceux qui savent. Vous ne m'avez pas lu. Vous ne m'avez pas lu, Jacques Attali. Vous me faites, vous, des faux procès. Moi, je vous ai lu et je ne vous fais pas de faux procès. Si vous me faites un faux procès parce que vous m'assimilez au bon restaurant et à l'opéra... C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Non. Moi, je vous assimile et je voudrais que vous m'assimiliez aussi à ceux qui ont fait des études, réfléchi et travaillent. Ça, c'est important. Et c'est ça qui nous caractérise, vous et moi. C'est-à-dire ceux qui ont le temps de travailler et de réfléchir et qui se trouvent accessoirement aimer la musique. Je ne souhaite pas trop parler de certaines choses dont je vous ai dit un mot avant l'émission. Donc c'est pas la peine d'en parler maintenant. Comme vous voulez. On est bien d'accord. Vous avez des petits secrets. Non, mais vous lirez mon livre et vous verrez ce dont Votre livre, ça s'appelle Le séisme, Marine Le Pen présidente, et c'est publié chez Robert Laffont, c'est dit. Il y a quelques lignes qui sont consacrées à Jacques Attali, mais c'est pas ça l'objet. Je regarde moi d'une part deux choses, le contenu et la démarche. Et vous me demandez, est-ce que cette démarche et ce contenu, c'est comme ça que je réfléchis, c'est bien ça, c'est la question que je vous ai posée, sont susceptibles de faire reculer le Front National. Et je dis, le Front National surfe sur le rejet des élites, le rejet du monde d'en haut, le rejet des experts, en partie le rejet de l'ENA, même si c'est pas si simple que ça aujourd'hui. Bon, il surfe sur ceci. Et donc, je pense que le seul lieu dont vous parlez, qui n'est pas un lieu sur lequel je crache, excusez-moi, mais le lieu dont vous parlez, rien que ça fait que vous devenez peu audible aux gens, aux yeux de ceux qui, en plus, et là j'étais tout à fait sensible à ce que disait Aurélien tout à l'heure, aux yeux de ceux qui, en plus, ont le sentiment que ce monde d'en haut est un monde arrogant. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, quand je lis votre rapport, votre programme, je me dis, le Front National en appelle, et les gens qui se reconnaissent dans le Front National ont le sentiment qu'il faut aller vers une société fermée, qu'il faut aller vers une nation
homogène, qu'il faut en finir avec l'Europe, qu'il faut en finir avec l'euro. Tout ça mérite des discussions. Bon, a le sentiment que ce serait très bien de retourner à la peine de mort. Bon, et je lis votre programme, c'est évidemment tout le contraire. C'est évidemment tout le contraire. C'est-à-dire une société ouverte, une nation tolérante, des prisons, je dirais pas 3 étoiles, mais enfin des prisons où on fait l'effort, et moi je suis de votre côté, où on fait l'effort de s'occuper des détenus, où on s'occupe de ce qui se passera après, etc. Bon, Michel Dworka, votre question, si vous avez une question à Jacques Attali. Non, c'est pas une question, mais je dis comment est-ce que tout ceci, est-ce que vos positions peuvent convaincre des gens qui ne fonctionnent pas du tout dans les catégories que vous proposez. Comment est-ce que vous allez faire bouger les choses? Et donc, c'est déjà dans l'air, dans ce que j'ai entendu déjà ce soir, comment est-ce que vous allez transformer votre action, enfin, ou plus exactement, votre pensée, votre programme, en action? On pourrait d'ailleurs demander la même chose je demandais tout à l'heure, et c'est pas, exactement. il a répondu. Bon, autrement dit, on est dans une période où les choses sont dissociées, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui sont mobilisés, etc. Mais où est la politique dans tout ça? Qui vont être les acteurs politiques? Je vous ai l'air trouvé un peu injuste. Entre autres, c'est pas mon bord politique, donc je peux le dire, avec Alain Juppé, il a écrit au moins 3 ou 4 livres ces derniers temps qui ont des dimensions programmatiques, donc on ne peut pas dire qu'il ne travaille pas. Jacques Attali, votre réponse. Non, sur Alain Juppé, je ne sais pas, simplement c'est vrai qu'il a élaboré quelques pistes de programme et j'attends avec intérêt la suite, mais personne, à ma connaissance, n'a proposé un programme complet, cohérent. Alors, sur la question du Front National. Sur la question du Front National. En effet, nous sommes orthogonales, complètement, comme vous l'avez dit, contre toutes ces idées, sans l'affronter en tant que tel, parce que ce n'est pas le sujet. Mais je pense que la meilleure façon de créer les conditions pour que les Français ne votent pas pour le Front National, c'est de traiter les sujets dont aussi le Front National parte sans s'occuper d'eux. Par exemple, il y a un long chapitre sur ce qui est en commun, sur la laïcité, sur l'importance de parler français, sur l'identité qui tourne autour de la francophonie, l'interdiction des prêches qui ne soient pas en français, le fait de faire que tout ce qui est français soit ressenti comme quelque chose dont on est fier. Il n'y a pas de raison de laisser ça au Front National. On n'a pas besoin d'en parler pour le dire. Supprimer les jours fériés à connotation religieuse. Aussi. Et pour créer les conditions créer les conditions pour que chacun puisse choisir ses jours fériés s'il en a envie. Créer les conditions pour que les jeunes soient en situation d'égalité, je le dis sur les maternelles, mais aussi par un uniforme dans les classes primaires. Tout ça crée les conditions d'une véritable, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage sociologique moderne, le commun. Le fait d'avoir des choses en commun, d'avoir un projet commun. Et ça, il y a aussi de longues propositions dans ce programme sur ce qui crée les conditions du développement du Front National, vous le savez de mieux que personne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les territoires oubliés de la République, le désert des banlieues et de ce qu'on appelle le monde... La gare d'Austerlitz, vous avez cité la gare d'Austerlitz comme territoire perdu de la République. Il faudra que vous m'expliquiez un peu, parce que c'est pas le campement que j'ai vu, puisque j'y suis passé, c'est pas le campement dont on peut dire qu'il est constitué un territoire perdu de la République. Je considère que les gares, en particulier les gares parisiennes, sont des territoires perdus de la République, mais c'est un autre sujet. Je demanderai à Guillaume Pépil de vous expliquer. Il connaît le patron de la SNCF. Alors. Il connaît mon point de vue là-dessus. C'est ce qu'on appelle les territoires urbains, c'est-à-dire les gens qui vivent à la campagne et qui travaillent à Paris. Et là, il y a énormément de choses à faire, parce que c'est là où se trouve l'essentiel de la classe moyenne, et c'est là où se trouve d'ailleurs une grande partie de ceux qui votent Front National. Et sans citer tous ceux qui ont travaillé dans ce programme, je citerai par exemple un des meilleurs connaisseurs du Front National, Hervé Lebras, qui est un acteur très important de ce travail. Je fais un séminaire chaque semaine avec lui. Eh bien, il est un acteur très important. Formidable. Très important. Il y a un signateur, même si personne n'est ici dans ce groupe, signataire de chaque virgule de ce programme. Mais toute sa pensée... Pardonnez-moi de résumer. Ça veut dire que vous considérez que ce livre-là, ces propositions-là, sont une réponse, peuvent apporter une réponse à la poussée du Front National à la veille d'une présidentielle. Moi, je prends les Français au sérieux. Je ne crois pas du tout que les Français demandent de savoir quelle est la couleur de la cravate du candidat. Je pense qu'ils demandent des idées. Et le Front National montre que parce que personne ne leur propose un programme. Donc ma réponse à votre question, qui est en effet une question absolument majeure, je partage votre point de vue, c'est quelle est la dynamique d'ici au présidentiel? Alors pour moi, la dynamique, elle est d'abord de considérer que les Français sont tous adultes. Moi, j'étais très frappé de la qualité des propositions que nous avons reçues. Considérer que les Français sont tous adultes, qu'ils méritent qu'on les prenne au sérieux, qu'ils méritent de débattre de ce programme ou d'un autre. Je ne suis pas du tout arrogant, nous ne sommes pas arrogants, nous considérons que c'est un programme parmi d'autres, il y en a d'autres possibles, mais simplement, il faut qu'il y en ait au moins aussi de ce niveau. Et qu'on débatte de ces propositions et d'autres, et que les candidats arrivent avec des projets. Porté par une dynamique politique, c'est ça le problème. Une dernière question ou une dernière remarque, Michel Dworka? Oui, ma question, elle est là. Quelle est la dynamique politique? Parce que, vous comprenez,
Prenez un dirigeant de parti. Moi, j'en connais beaucoup, des hommes politiques à qui j'ai parlé. Souvent, ils sont d'accord avec moi sur telle ou telle idée que je leur propose. Mais évidemment, aussitôt après, ils font tout le contraire de ce avec quoi nous étions d'accord. Parce qu'il y a des électeurs, parce qu'il y a une élection dans quelques jours, parce qu'il ne faut pas mécontenter les députés. Regardez le sort de votre rapport à Nicolas Sarkozy. Mais ça, c'était normal parce que c'était après les élections. On ne peut pas lui en vouloir. Je n'en veux pas au président Sarkozy de ne pas l'avoir appliqué intégralement, même s'il l'a appliqué en partie. La dynamique politique. Moi, j'aimerais que 2 millions de Français adhèrent à France 2022. Si 2 millions de Français adhéraient à France 2022, ils le font tous les jours. Il suffit d'aller sur le site france2022.fr. Si 2 millions de Français adhéraient à France 2022, vous verrez que la dynamique aurait changé. Non, parce qu'il ne suffit pas d'adhérer sur un site. Il faut aller à la rencontre physique des électeurs. François Mitterrand, qui est un personnage que vous respectez profondément, il a mis 30 ans à devenir président. Et il en a serré des mains. Et il a été sur des marchés. Et il connaissait tout le territoire. Et le mouvement Debout la nuit est efficace parce qu'il s'est conjugué. Michel Déborca. Et il aurait... Je dois vous arrêter, Michel Déborca. Il n'aurait pas été élu s'il n'avait pas eu un projet politique cohérent, peaufiné en 15 ans, 20 ans d'opposition, qui est Si vous le voulez bien, on avance sur une problématique qui se pose à l'Europe, à la France, la question des réfugiés, des migrants. On va parler de ce sujet-là avec vous, Lisa Carayon. Vous êtes bénévole depuis 7 ans à la CIMAD, association de solidarité active avec les migrants. Vous êtes, vous, au contact, en direct de ces populations qui parfois ne maîtrisent pas la langue, qui sont bien souvent désarmées face à l'administration française pour leur demande d'asile ou pour leur titre de séjour. On regarde le reportage de Romain Becker et de Guillaume Biraud. Alors, bonjour, c'est la première fois que vous venez ? D'accord. Bénévole depuis 7 ans au sein de l'association La CIMAD, Lisa Carayon accueille une fois par semaine des immigrés sans papier et les aide dans leur démarche juridique pour obtenir leur régularisation. Quand vous êtes arrivé, vous aviez un visa ou pas ? Sans visa. Ok. Vous avez déjà fait des demandes dans le passé ? Vous avez un titre de séjour ? Exactement, j'ai fait une demande, mais c'est refusé. D'accord. Chaque année, la CIMAD aide plus de 30 000 personnes et pas seulement des réfugiés en provenance de Syrie. Ce Marocain vit en France depuis 13 ans. Il peut être expulsé à tout moment. À ce moment-là, on vous expliquera, si on décide de faire une nouvelle demande, comment présenter les choses par rapport à cette obligation de quitter le territoire que vous avez dans votre dossier. Je vous remercie. Ouais, je vous en prie, monsieur. À bientôt. Au revoir, bon courage. Des dossiers comme celui de ce Marocain sans papier, Lisa Carayon en a des dizaines en attente. C'est des dossiers que je garde quelques semaines pour les étudier, éventuellement faire des courriers si c'est nécessaire. Mais ces courriers, justement, restent bien souvent lettres mortes. La faute au dysfonctionnement de l'État. Il y a des préfectures où on fait la queue pendant des heures et des heures avant de pouvoir rentrer dans la préfecture. Il y a des préfectures où tout est passé par Internet et où en fait les rendez-vous ne sont pas disponibles avant des mois et des mois. Il y a des préfectures qui ne répondent jamais aux demandes. Même dans le cas, rare, d'une réponse favorable, les autorités ne délivrent bien souvent que des titres de séjour de 6 mois, largement insuffisants, selon Lisa Carayon. Alors, nous allons revenir à votre situation, Lisa Carayon, mais un mot sur le pape qui est rentré de l'île de Lesbos avec 12 réfugiés syriens musulmans. Il fait une leçon à l'Europe ? Magnifique. Magnifique. J'étais très ému, très touché. Je trouvais ça formidable. Moi qui me suis opposé très violemment à l'accord honteux que la communauté européenne, que l'Union européenne a passé avec la Turquie. Je trouve un scandale. Que les Nations Unies ont dénoncé d'ailleurs en considérant que les camps n'étaient plus des camps de réfugiés mais des camps de prisonniers, ce que d'ailleurs les médias français n'ont pas assez signalé. C'est honteux la façon dont l'Europe se conduit. Et donc ce que le pape a fait, c'est formidable. Naturellement, j'aimerais que tous les maires de France considèrent que c'est leur devoir d'en faire autant. J'aimerais qu'on constate que recevoir 1 million de migrants par an en Europe, c'est recevoir 0,2% de la population européenne, rien du tout. Et nous sommes lamentable dans la façon dont nous traitons ce problème. Je pense que vous avez tout à fait raison de remettre en perspective cette fameuse crise des migrants dont on nous rebat les oreilles dans les médias, parce que ces nombres de migrants assez importants, effectivement, qui arrivent actuellement à nos portes, comme vous l'avez noté, c'est assez peu. Et surtout, l'Europe prend très peu sa part par rapport à d'autres pays. Le Liban, on l'a vu, qui accueille à lui seul 1 million de réfugiés. Le Pakistan, qui accueille lui aussi 1,7 million de réfugiés. Tout à fait. Et on oublie, face à cette crise qui est plus médiatique et politique que véritablement migratoire, qu'en fait, l'essentiel des migrations se font entre les pays du Sud et pas vraiment vers les pays du Nord. Ce que montre cette fameuse crise, comme on l'appelle, c'est surtout la très grande hypocrisie
de nos politiques migratoires depuis 40 ans. Depuis 40 ans, l'Europe construit des murs à ses frontières ou paye, comme on l'a vu, des États tiers pour maintenir leur propre population sur son territoire, alors qu'on sait que c'est un droit universel que de quitter son propre pays. Qu'est-ce que ça fait? Ça n'a jamais empêché personne de bouger. Les personnes qui se présentent aujourd'hui à nos frontières quittent leur pays respectif pour des raisons multiples et variées, des craintes de persécution, des questions économiques, des questions familiales, pour faire des études, pour se former, pour avoir un avenir, tous mélangés, personne pour une seule raison. Et ce que crée cette construction de murs à nos frontières, c'est juste 30 000 morts par an, enfin 30 000 morts par an depuis 2000, en 15 ans, parce que les personnes cherchent toujours à passer par des voies toujours plus dangereuses qui entretiennent des réseaux de passeurs. Donc quand on nous dit, vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas fermer nos frontières, ce que vous dites, vous le pensez sans doute pour les biens et les capitaux, on pourrait aussi se poser la question pour les personnes. Mais je le pense d'abord avec les personnes. Et surtout, ce qui nous frappe dans tout ça, c'est la façon dont on pense que c'est ça le réalisme. Alors que le réalisme, sans doute, c'est de penser une autre politique migratoire. Est-ce que le sujet, pardonnez-moi, c'est pas aussi la capacité d'intégration? Non, je pense que, si je peux me permettre... Oui. On pourra, pour beaucoup de spectateurs, je pense que ce que nous disons, ce que vous dites et ce que je dis n'est pas audible. Parce qu'ils disent, d'accord, ce sont des gens très généreux, d'accord, mais c'est contraire à nos intérêts. Je crois, si je peux me permettre, que le bon argument, en dehors de ceux que vous venez de dire, que je partage tout à fait, c'est de montrer, et c'est pas très difficile, que c'est dans notre intérêt que de les recevoir. Autrement dit, je crois pas du tout que l'altruisme désintéressé convainque. Par contre, l'altruisme intéressé convainc. Et donc, il faut montrer que c'est notre intérêt. D'abord, c'est l'intérêt des pays qui n'ont pas de démographie, et donc l'Allemagne. L'Allemagne l'a fait. Nous sommes dans une situation différente. Mais pourquoi c'est dans notre intérêt? C'est notre intérêt parce que plus on est nombreux, plus on crée de richesses. Et plus on a de consommateurs pour créer des richesses. Plus on est nombreux, plus on a les moyens de se défendre. Plus on est nombreux, plus on crée les conditions pour que ceux qui viennent chez nous puissent servir ensuite de relais avec le monde extérieur, et en particulier le commerce avec les autres pays. Plus on accueille les gens, moins on crée de frustration et de violence chez ceux qu'on n'accueille pas et qui deviennent ensuite violents. Donc nous avons tout intérêt à, non pas les accueillir in abstracto, nous avons tout intérêt à bien les accueillir. Donc j'admire ce que vous faites, je connais bien la CIMAD, je connais bien Terre des Hommes, toutes ces organisations, je connais bien des gens qui travaillent, j'ai été très discrètement assisté à certains cours de FLE qui sont donnés dans ces organisations. C'est un travail magnifique, mais incroyablement fait dans des conditions de bricolage. Ce que vous dites l'un et l'autre, moyens. est-ce que ce serait pas plus audible si on avait 5% de croissance? Je pense que c'est pour les gens qui nous regardent. Mais c'est ça qui créera les 5% de croissance. Je vais dans votre sens, au sens où, effectivement, ces personnes, on a besoin peut-être de les accueillir pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons, des obligations internationales que nous nous sommes données, d'accorder la protection à ceux qui en ont besoin. Et par ailleurs, bien les accueillir, c'est une chose, mais bien les accueillir, c'est... permettre à ces personnes de travailler, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas voilà le sujet, pardonnez-moi, voilà le sujet pour les personnes en situation irrégulière. Dans ce programme, nous disons l'importance d'apprendre le français, le FLE, français de langue étrangère. Et c'est fondamental, donc créer les conditions pour que tout le monde... Je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. La réalité aujourd'hui, c'est que les politiques publiques d'apprentissage du français sont cassées. Ne sont pas surtout ouverts à tous et à toutes et ne sont pas forcément ouverts dans les conditions qui permettent à ces populations qui sont souvent des populations précaires. Et aussi créer les conditions pour qu'ils puissent travailler. Dans la fondation que je préside, Positive Planète, nous avons des programmes pour aider les réfugiés syriens en particulier à créer leur emploi. Parce que tout à l'heure, je répondais à ce jeune homme il ne faut pas seulement attendre de l'État quelque chose. Je pense. Il faut aussi, et c'est ce que vous faites en militant, et donc, il faut se poser la question de savoir si on ne peut pas soi-même créer son emploi. Et une des choses très importantes qu'on doit faire et qu'on peut faire, c'est aider les migrants et tous les Français et tous ceux qui viennent ici à créer leur richesse, à créer leur emploi. Parce que c'est en créant leur emploi qu'ils créeront les conditions d'être utiles à la collectivité. Jusque-là, je vous suis. Vous dites, nous aidons les réfugiés syriens. Très bien, aidons les réfugiés syriens. Mais c'est un des gros problèmes actuellement, c'est ce tri qui est effectué par nos politiques publiques entre les Syriens, les autres, ceux qui migrent pour des raisons économiques, ceux qui migrent pour des raisons de persécution. Or, on sait que chacun, vous, moi, toutes les personnes qui nous regardent, personne n'est qu'un travailleur, qu'un étudiant, qu'une personne qui a une famille. Et donc, on doit recevoir tous ceux qui doivent être reçus légalement. Et l'accord entre l'Europe
et la Turquie est un scandale parce qu'il est en violation de toutes les conventions qui nous obligent moralement à recevoir. On est dans la situation aussi catastrophique que l'accord d'Évian de 1939 qui a interdit aux Européens et aux Américains de recevoir les Juifs. C'est aussi honteux, ça restera en histoire aussi honteux que l'accord d'Évian de janvier 1939. Et deuxièmement, on doit recevoir tous ces gens bien. Les autres, la question se pose à la fois de les recevoir, mais on ne peut pas les recevoir tous aussi longtemps qu'on a même mis en place une politique qui permet de créer les conflits. Vous êtes d'accord avec ça, cette phrase-là, on peut pas les recevoir tous. Moi, je pense je voudrais juste rappeler un chiffre, un dernier chiffre. Aujourd'hui, il y a 200 millions de personnes sur 7,5 milliards qui vivent dans un autre continent que celui où ils sont nés. Dans 30 ans... Mais ça ne représente que 3% de la population. Exactement, c'est très peu. Et dans 30 ans, ces 200 millions seront 1,5 milliard. La seule façon d'empêcher ça, d'une façon volontaire, ce sera de mettre des barricades, de faire que les 200 pays de la planète soient 200 Corée du Nord. Évidemment, on ne le fera pas. Mais si on le fait, on peut le faire, et ça sera la guerre. Et je pense que c'est une hypothèse très probable. Je pense que ce que vous dites est peut-être vrai, mais quand vous dites on ne peut pas les accueillir tous, c'est le grand cliché de on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je pense que ce sont des clichés qui nous empêchent de penser on doit accueillir notre une autre politique migratoire, et notamment une politique migratoire qui offre aux personnes la possibilité de stabiliser leur séjour. Alors il y a une petite erreur dans votre sujet, ce n'est pas des titres de séjour de 6 mois, c'est plutôt des titres de séjour d'1 an, renouvelables, qui de plus en plus peuvent être C'est difficile de s'installer dans la vie avec un titre de séjour d'1 an. On demande aux personnes de s'intégrer avant même de leur offrir la possibilité d'avoir une vie stable et un emploi et un logement comme tout un chacun. Merci beaucoup. Jean Garrigue, maintenant, vous êtes spécialiste de l'histoire de la vie politique, les initiatives citoyennes. On l'a vu avec Nuit debout, et il y en a d'autres, se multiplient, notamment avec des appels à l'organisation de primaires citoyennes aussi. Est-ce qu'on a encore besoin de partis politiques en France pour accéder au pouvoir? Parce que c'est ça aussi ce que raconte votre démarche, Jacques Attali. Dans une période de crise fondamentale, de divorce des citoyens avec leurs élites politiques, il y a une effervescence, on le voit sous toutes ses formes. Ce livret d'opéra, là, me semble particulièrement intéressant dans cette séquence, plus intéressant sans doute que votre jugement un peu hâtif ne semble le dénoncer. Et j'aimerais bien qu'en tant que démocrate, vous vous intéressiez un petit peu plus à ce qui est dit dans le discours de Jacques Attali. Ce n'est pas pour le défendre, mais il y a un bilan. Il y a un bilan qui est sans concession de ce qui n'est pas fait. Il y a un récit. Il y a en tout cas l'ébauche d'un récit et il y a un programme. Et ce récit, évidemment, c'est quelque chose qui nous manque, qu'on aurait dû avoir en fait dans les années 90, comme on l'avait eu au début des années 70, venant d'un peu partout de la classe politique, et comme on l'avait eu au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On est donc dans un moment où il y a besoin de reconstruire. C'est très très bien que de partout émergent toutes ces initiatives. Voilà. Alors le problème, pour moi, c'est que vous vous situez dans la perspective de l'élection présidentielle de 2017. C'est-à-dire dans la perspective du système présidentiel. Ce qui veut dire qu'à partir de ce livret d'opéra, je ne pose même pas la question du chef d'orchestre. On peut la laisser de côté. Mais il faut au moins des musiciens. Bon. Et le problème, c'est que les musiciens, pour que cette symphonie puisse prendre, il faut qu'ils soient les plus nombreux possibles. Or, dans le système qui est le nôtre, si un homme de gauche se présente avec votre programme, la droite va lui tomber dessus. Si un homme de droite se présente avec votre programme, la gauche va lui tomber dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un système surprésidentialisé, bipolaire, majoritaire, qui paralyse totalement ce genre, précisément, de consensus. Consensus, c'est pas un beau mot. En tout cas, ce genre d'énergie positive qui se dégage de ce livre, sur des tas d'aspects sur lesquels on pourra peut-être revenir. Alors, ma question, c'est de savoir si vous n'allez peut-être pas assez loin dans la réflexion, à savoir, est-ce qu'il faut quand même se poser la question de ce système présidentiel qui a été conçu par le général de Gaulle en 1958 comme un système efficace, qui tournait le dos à l'impuissance d'un régime des partis, et dont on voit très bien qu'il génère aujourd'hui l'inefficacité. Donc comment est-ce que vous pourriez envisager de transformer ce système? Sauf à faire un coup d'État demain matin. C'est pas prévu. Qui n'est pas prévu. En tout cas, si c'était prévu, je ne vous le dirais pas. D'accord. Mais c'est mieux en fait, sinon ça ne marche pas. Demain matin, on va vivre avec le système présidentiel pour les prochaines présidentielles. Et donc il faut faire avec. Bon. Donc nous avons beaucoup réfléchi à proposer le fait de faire une réforme institutionnelle avant les présidentielles,
Mais on s'est dit que c'était illusoire, donc c'est pas possible, en particulier pour changer le mode de scrutin. Donc, les élections présidentielles auront lieu comme elles sont, mais ensuite les élections législatives auront lieu sur le scrutin majoritaire. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Pourquoi on l'espère? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les Français demandent un programme ambitieux et ils ne veulent pas des candidats en place. Ils veulent un programme ambitieux. Et ce qui se passe dans Nuit debout, c'est la recherche d'un programme ambitieux, même pour l'instant, ça ne s'appelle pas comme ça. Et ils ne veulent pas des candidats, on le voit bien tous les jours, tous les candidats sont... Donc, il y a une demande. Et en général, les Français font ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas des candidats, ils veulent un programme. Donc, il y aura un programme et un candidat qui aura un programme. À l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Tout ce qu'on fait, c'est pour montrer que, oui, vous Français, tous, nous Français, nous voulons un programme présidentiel ambitieux pour 2017. Nous voulons un candidat capable de le porter. Concentrons-nous d'abord sur le programme. Disons aux politiques, nous voulons un programme ambitieux. Ensuite, on verra le candidat. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait mieux si on pouvait changer les institutions. Ce serait mieux si on pouvait avoir un système qui laisse plus de la place à la création d'un consensus, au débat à l'intérieur de la classe politique. Ce qui veut dire qu'il faut poser le problème de l'institution présidentielle. Moi, je ne suis pas de cet avis pour l'avoir expérimenté de près, pour avoir été pendant 10 ans au cœur de la machine. Je sais qu'un président fort, démocratique, c'est la clé, s'il a un mandat pour ça, d'un changement rapide. Si on crée les conditions de ce que nous ayons simplement un système institutionnel de consensus, mais sans que les réformes aient été faites avant... Mais vous pensez à quoi, Jean Garrigue? Ce que je pense a peu d'importance, mais ce que je dis, c'est que... Ah bah si, c'est pour ça que vous êtes là, je vous rappelle. Ce que je constate, c'est que... Vous dites ce que vous pensez. Bah oui. Ce que je constate, c'est que ce système présidentiel fait du président de la République un chef de majorité, alors qu'un président de la République, c'est un chef de l'État capable de rassembler, de fédérer justement, et c'est véritablement l'esprit de ce... Absolument. Et on voit très bien au fond qu'il peut y avoir une majorité d'idées autour de celle que vous défendez ici, parce que c'est une société ouverte, c'est une société qui protège aussi, qui rassemble, et je dirais qui fixe un cap, notamment le cap européen. Et c'est là que je voulais en venir. C'est qu'au fond, on voit très bien qu'il doit y avoir aujourd'hui une recomposition politique. Et que cette recomposition politique, elle passe fondamentalement par cette idée européenne. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il y a ceux qui sont pour un horizon européen, une nouvelle Europe, qu'il faut évidemment transformer, et puis ceux qui la refusent. Et là, il y a forcément quelque chose à jouer sur le terrain des institutions pour coaliser, pour construire un rassemblement. Si on commence, je suis d'accord avec vous, une abstracto, mais si on commence par l'institution, on n'ira nulle part, malheureusement. Donc il faut commencer par ce qu'il y a. Je crois que sur le terrain de l'Europe, moi je suis pour la démocratisation des institutions européennes. Donc la démocratisation de la zone euro d'abord, ce qui revient d'ailleurs à lui donner davantage de pouvoir. Mais en l'équilibrant ou en la contrebalançant par un renforcement des institutions de la francophonie qui ne sont pas du tout anecdotiques, mais qui donnent en plus et qui permettent d'écarter le Front National pour lui montrer que ce n'est pas les seuls à s'intéresser à la France et aux Français, en donnant à la francophonie une dimension majeure. Mais je suis d'accord avec vous, dans un monde idéal, il faudrait revoir toutes les institutions, mais nous sommes dans un monde idéal, et on n'y est pas. Vous avez bien compris, hein, Jean Garrigue. Nous allons passer maintenant aux photos d'actualité avec François Hollande, qui est en visite en Égypte. La paix au Moyen-Orient, c'est la sécurité en France, a dit François Hollande. Il a raison, c'est là-bas que tout se joue. C'est une des choses qui se jouent, et en même temps, réciproquement, la paix en France est un élément de la paix là-bas, parce que si nous réussissons à créer les conditions d'une vie pacifique entre les différentes communautés qui créent la richesse de la société française, nous donnerons un exemple à ce qui peut se passer au Moyen-Orient. Donc nous avons intérêt ici à réussir, parce que si on ne réussit pas ici, comment on voudrait qu'il réussisse? Vous aviez été assez pessimiste lors d'une déclaration en disant qu'en gros, ce qui nous attendait, c'était une guerre mondiale. Oui, ça fait longtemps que je le dis. Oui, ça fait longtemps que vous le dites. Est-ce que vous pensez que c'est encore le cas? On en est toujours là? Ou les choses ont un peu bougé? Je pense qu'on est en 1913. Et en 1913, tout était possible. On aurait pu éviter la Première Guerre mondiale, et la Seconde Guerre, et la crise de 29, etc. Mais on ne l'a pas évité parce qu'on a fait des erreurs. Et on a eu 75 ans de barbarie parce qu'on a fait des erreurs. Et aujourd'hui, on est en train de refaire, mutatis mutandis, comme on dit de façon un peu pédante, les mêmes erreurs. Protectionnisme,
crispation, ne pas voir que nos intérêts vont au-delà que nos intérêts immédiats, ne pas se mettre ensemble pour régler les problèmes. Tout ce qui nous amène à nous fermer, à créer les conditions d'un protectionnisme, d'un égoïsme national, de ne pas voir les intérêts du long terme, conduisent à la guerre mondiale. Et en plus, le monde est tellement interconnecté qu'une étincelle peut... Tout à l'heure, il y aurait une étincelle en Moldavie entre la Transnistrie et la Russie, sous la pression de la provocation d'un pays d'Europe de l'Est ou des militaristes de l'OTAN. On aura une guerre. Demain, il y aurait au Japon, entre les Japonais et les Chinois, une protestation, et il y aurait une guerre mondiale. Après-demain, il y aura entre l'Azerbaïdjan et la Turquie et l'Arménie, qui sont en fait, d'une certaine façon, manipulés l'un par la Turquie, l'autre par la Russie, un conflit, et on a une guerre mondiale. Tout ça est possible. J'espère qu'on l'évitera. Nous aussi. La primaire, à droite, beaucoup de candidats, ils sont 12. Qu'est-ce que vous en attendez de ce débat-là? J'attends des programmes d'abord. Il y en a certains qui les ont posés sur la table, vous le savez très bien. François Fillon l'a fait, Alain Juppé l'a fait en partie. En partie, c'est ça, c'est en partie qui m'inquiète. Moi, j'attends des vrais programmes complets et chiffrés, et j'attends que vous, si je peux me permettre, allez-y, vous leur posez les questions sur leur programme et non pas sur ce qu'ils font les uns par rapport aux autres. J'attends que vous leur demandiez ce qu'ils pensent de ça, des propositions qui sont là-dedans, ce qu'ils pensent des programmes, qu'ils résument, qu'ils vous donnent les 10 propositions majeures. Moi, je sais que François Fillon a posé un programme, c'est très bien ainsi, et je l'approuve ainsi. Est-ce qu'elle peut tourner à l'échec, cette primaire, telle qu'elle est partie là? Elle va tourner à l'échec. Elle va s'il n'y a pas de débat de programme, celui qui sera désigné dans un combat de chef pour rien faire. Bon. Et ce sera un échec, parce que s'il est désigné sans programme, il sera peut-être élu, parce que la majorité de la France aujourd'hui veut élire un président de droite, mais il sera élu pour rien faire, et ce sera un échec pour le pays. Allez, nous passons maintenant à vos questions, aux questions SMS. Comment réduire le poids insoutenable de la dette? D'abord, heureusement, pour l'instant, le poids n'est pas insoutenable parce que les taux d'intérêt sont très bas, mais ça peut ne pas durer. Pour le réduire, il n'y a qu'une seule solution, c'est réduire les dépenses publiques et réduire les impôts, et réduire les déficits. Il faut que, concrètement, il faut que le déficit soit inférieur au taux de croissance. Ça, c'est fondamental. Il faut que le déficit devienne inférieur au taux de croissance. C'est ce que nous proposons dans ce programme, et nous créons les conditions pour que progressivement la dette se réduise, en faisant en sorte, 1, que la croissance soit plus élevée, et 2, que le déficit décroît. Mais ça prendra du temps. Et il y a des mesures très importantes et très impopulaires qui vont y participer. Par exemple, l'augmentation de l'âge de la retraite, 63 ans. L'alignement des retraites des fonctionnaires et du privé et du public. La fusion progressive des régimes spéciaux, etc. Tout ça, c'est fondamental pour réduire la dette. Et la réduction de la dette, c'est la condition de l'indépendance du pays. Le Parti socialiste est-il fini ? Non, pas du tout. Aucun parti n'est fini. Le Parti socialiste est un grand parti dans l'histoire de France. Je crois qu'il a toutes les possibilités de le rester. Et en plus, à gauche, il n'y a rien d'autre. Et nous avons besoin d'un grand parti de gauche. La clé pour moi, et j'ai l'impression de vous donner l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais la clé aujourd'hui pour moi, j'attends de lui, la semaine prochaine, ou dans les 15 jours qui viennent, qu'il dise, eh bien, je lance une grande convention programmatique et je débatte du programme. Avant de nous le dire, vous lui avez dit à la fois au Parti socialiste et au président de la République? J'ai la chance de voir tous ces gens-là et donc je ne dis rarement des choses en public que je n'ai pas dit d'abord en privé. Voilà, c'était la question. Pourquoi ne pas monter votre propre mouvement politique pour porter votre programme, comme l'a fait Emmanuel Macron? D'abord, Emmanuel Macron porte un mouvement politique, mais pas un programme politique. Et donc j'attends qu'il porte un programme politique. Et vous? Moi, je porte un programme politique et pour l'instant, ça me suffit. Et pas de mouvement? Ce n'est pas nécessaire? Le mouvement, c'est d'avoir 2 millions de personnes qui soient membres de France 2022. Après, on verra. Vous l'avez passé le message, hein. Allez, il me semble que beaucoup de vos propositions sont proches de celles de Bruno Le Maire, non? Écoutez, je ne connais pas les propositions de Bruno Le Maire, j'en ai lu quelques-unes, en particulier sur les questions européennes. Je trouve bien des sujets sur lesquels je suis en désaccord avec lui, en particulier sur les questions de migration, de fiscalité, d'Europe, d'agriculture. Enfin, bon, il y a plein de sujets sur lesquels je suis en désaccord. Et je serais ravi qu'il y ait des sujets d'accord. Je crois que sur certains sujets, on peut se mettre d'accord. Et je ne veux pas me défendre d'un accord avec M. Le Maire. Si nous avos des points d'accord, je serais ravi de les constater. François Fillon n'a-t-il pas présenté un programme ambitieux? On en parlait à l'instant. Oui, sans aucun doute. Je n'en connais pas le chiffrage, je n'en connais pas le détail, en particulier en matière de défense et de police. Je n'en connais pas le détail en matière de dom-tom et de culture, qui sont pour moi des points fondamentaux. Je n'en connais pas le détail en matière d'environnement. Et quand tout sera ça sur la table, je serais ravi d'en parler. Lui, il a le sentiment d'avoir déjà posé un projet. Hein. Dites ça, ça suffit pas, mais... Il a un projet qui, à mon sens, est certainement le plus avancé des projets de la droite. Le plus avancé, mais qui mériterait d'aller plus loin. Le gouvernement a tellement peur d'un nouveau mai 68 qu'il ne sait plus quoi faire. Est-ce que c'est ça qui se joue?
tous les politiques ont peur de ça. Vous savez, l'image, je l'ai déjà dit, mais l'image de ce DRH d'Air France, chemise arrachée, qui saute parmi une fenêtre, c'est l'image que tous les politiques ont à l'égard d'eux-mêmes. Ils ont peur que cela arrive. C'est pour ça qu'ils Mais c'est mai 68, là ? Mai 68 était suivi de juin 68. Donc, en fait, les politiques ont peur, non pas d'un mai 68 qui est sorti de nulle part et qui pourrait sortir de Nuit debout. Ils ont plutôt peur d'une crispation contre leur politique. Donc, ils ont peur de la dimension de Nuit debout qui est l'opposition à une loi qui débouche sur une crispation et qui s'oppose. Donc, ils préfèrent ne rien proposer. Merci beaucoup Jacques Attali, merci à vous tous d'avoir été à mes côtés ce soir. C'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez Yves Calvi à 17h50 pour C'est dans l'air. La semaine prochaine, à votre place, ce sera Marisol Touraine. Belle soirée sur France 5.